comment faire un retail RH Day, comment parler faire le tour des enjeux RH dans le retail sans parler du développement des compétences, de la montée en compétences des collaborateurs. D'ailleurs, on le disait en introduction, au Retail's Big Show en début d'année, tous les CEO qui sont montés sur scène les uns après les autres n'ont jamais parlé autant d'humains et ils nous ont tous dit, sans exception, qu'ils n'ont jamais investi autant dans le développement des compétences des collaborateurs. C'était assez majeur et ils n'en ont jamais parlé aussi tôt dans les conversations. Alors c'est à la fois parfaitement rassurant parce que vous savez qu'on est rentré dans une ère des crises, dans un monde très mouvementé qui va nécessiter énormément de résilience et que les enseignes se réinventent en permanence. Et pour se réinventer en permanence, évidemment, il faut développer des compétences partout dans l'organisation. Et puis c'est à la fois étonnant, positivement étonnant, parce qu'on est quand même dans un contexte inflationniste que vous connaissez. On est dans un contexte de baisse de la consommation, donc on est dans un contexte difficile. Et ces investissements dans le développement du leadership et des soft skills ne sont quasiment jamais coupés. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans les enseignes en France. Ce n'est pas des investissements qui sont coupés, là où avant, à la moindre crise, ça pouvait être coupé. Alors Cécilia et Sébastien, vous allez nous dire si c'est le cas aussi chez vous. Et donc, effectivement, pour parler de ces sujets avec nous ce matin et animer cette table ronde, qu'on a appelé formation au leadership et aux soft skills, les recettes gagnantes des enseignes les plus performantes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Cécilia Scalvini, Talent Development Culture Director chez Petit Bateau. Cécilia, je te laisse te présenter en quelques mots si tu veux bien. Ouais, merci Raphaël, bonjour tout le monde. Donc j'ai la chance d'avoir rejoint cette très jolie marque qui est Petit Bateau depuis un peu plus d'1 an maintenant et donc par la même occasion le groupe Rocher. J'y suis donc en charge du développement des talents au sens large, donc avec une partie talent acquisition qu'on a abordée ce matin, une partie développement et donc learning, mais aussi accompagnement des différentes étapes de carrière, et puis la communication interne et la culture, qui sont 2 pôles également de mes équipes. Et avant ça, je n'étais pas du tout dans le retail, donc on le disait à la pause, je fais partie de ces transfuges qui arrivent d'autres industries. J'ai passé une dizaine d'années dans le BTP, au sein de Bouygues Construction, et puis 2 ans ensuite au sein d'une des belles maisons d'LVMH, Parfum Christian Dior, à chaque fois sur des problématiques autour des talents différents, que ce soit sur les sujets de la diversité, du développement ou autre. Voilà pour moi. Merci beaucoup Cécilia. Et donc Sébastien Lecat, directeur de projet RH chez Kingfisher. Pareil, je te laisse te présenter et peut-être expliquer en quelques mots, je ne sais pas si tout le monde connaît parfaitement toutes les enseignes de Kingfisher. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, merci pour l'invitation. Donc Sébastien Lecat, moi je suis depuis 7 ans chez Kingfisher. Alors Kingfisher, vous connaissez Castorama, vous connaissez Brico Dépôt. On a une nouvelle enseigne aussi qui est arrivée en France qui s'appelle Screwfix. Donc voilà les navires amiraux, mais Kingfisher est un groupe britannique qui détient d'autres enseignes, notamment B&Q et Screwfix, qui est d'ailleurs une fois de plus le navire amiral aussi au niveau du monde. Donc voilà, auparavant Decathlon, Fnac Darty, épicier fin, adjoint au maire, professeur de tennis. J'espère que la deuxième moitié de ma vie sera aussi riche que la première. Merci beaucoup Sébastien, je ne connaissais pas ces talents cachés. Tu nous diras si dans les formations au leadership, le tennis vient avoir un rôle. Pour plonger dans le vif du sujet avec une question peut-être un petit peu provocante et en rebondissant sur un terme que tu as utilisé Cécilia quand on a préparé, on parlait de vieille lune, finalement parler de formation au leadership et aux soft skills, est-ce que c'est une vieille lune ou est-ce que c'est un sujet furieusement d'actualité ? Oui, on en a parlé effectivement volontairement pour être provocant parce que ce qu'on s'est beaucoup dit et ce qui est vrai au quotidien, c'est qu'en fait on réinvente quasiment rien, ou en tout cas ce sont des thématiques dans lesquelles on est tous, quand on est dans ce milieu du développement depuis quelques années, on connaît et simplement on adapte et on réinvente. Et donc le sujet des soft skills, effectivement, c'est une vieille lune, c'est-à-dire que ça fait, en tout cas pour ma part, une quinzaine d'années qu'on en parle. Alors au début avec un anglicisme qu'on regardait un peu bizarrement, en tout cas quand j'ai commencé, et puis très vite avec quelque chose qui devenait crucial, qu'il fallait absolument développer, mais on ne savait pas bien ce qu'on mettait derrière. Et puis après, ça a pris plus de sens, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que jamais d'actualité.
Et en tout cas, on le voit, que ce soit dans les 2-3 dernières années, et ces exemples, ou en tout cas ces mises en perspective de ce monde VUCA qu'on connaît, et en fait tout ce qu'on a tous finalement un peu pris de plein fouet, que ce soit les confinements, les façons de travailler différentes, les guerres actuellement, les différents problèmes sociopolitiques, des grèves, etc., qui notamment impactent le retail. Tout ça fait que la capacité à s'adapter, à faire différemment et à équiper finalement nos collaborateurs, non pas bien sûr en compétences techniques, ça n'enlève rien à l'importance des hard skills pour les opposer, mais je pense que réellement, ce qui permettra aux entreprises de traverser les crises qu'on vit en ce moment, puis celles qui vont venir de toute façon, parce qu'il faut quand même se dire que ça n'est qu'un début, sans être pessimiste. On est positif ce matin. Voilà, c'est très positif, c'est juste de se dire qu'on se prépare à ce qui potentiellement peut arriver. En tout cas, foncièrement, ce sont ces hard skills qui vont permettre non seulement de traverser ça, mais surtout de saisir les opportunités que cela propose. Et c'est là où effectivement il y a une vraie touche d'optimisme, c'est de se dire on n'est pas juste là pour être en défensif et de se dire on va survivre aux vagues qui vont arriver, mais plutôt comment est-ce que je vais savoir les surfer. Je suis plus surf que tennis, pardon, mais comment réellement on se prépare à ça, et je pense que c'est réellement les soft skills qui vont nous permettre. Justement, je rebondis avant de passer la parole à Sébastien, tu parlais de cet anglicisme. Peut-être que c'est intéressant de définir le terme soft skills. Enfin, si tu devais donner une définition à brûle pour point, ce que c'est qu'une soft skill. Alors, la définition, je ne sais pas si c'est une définition, mais en tout cas, la façon dont je l'explique quand on m'interroge réellement sur OK, mais du coup, ça veut dire quoi ton jargon de RH là ? Dans le savoir, il y a les savoir-faire et les savoir-être, pour être très pragmatique. Les savoir-faire, en tout cas, si je reprends l'exemple de chez Petit Bateau, c'est le métier de bonnetier, d'accord ? Donc, c'est du fil de coton arriver à faire une culotte, un ciré ou autre. Et puis après, il y a tout ce qui fait que on est Petit Bateau, il y a un ADN, il y a un choix qui s'opère de rester, de rejoindre, etc. Tout ça, ça fait partie des soft skills. Et c'est ce qui fait que finalement, une famille a ses propres rituels, une entreprise a ses propres valeurs et ses propres façons de fonctionner. Et on peut mettre ce qu'on veut derrière, que ce soit sur des compétences managériales, sur des compétences de gestion de son stress. On ne gère pas son stress de la même façon dans le retail, dans le textile, que dans le BTP, si je reprends mon expérience de vie. Merci beaucoup Sébastien. Vieille lune ou furieusement d'actualité, même question. Oui, je ne sais pas si c'est une vieille lune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les compétences, elles ont raccourci. Leur durée de vie, elle est beaucoup, beaucoup plus courte qu'avant. Il y a une quarantaine d'années, on avait une compétence pour 30 ans. Aujourd'hui, on l'a pour 3 ans. Et qu'elle soit soft ou hard, c'est une compétence qu'il faut venir challenger constamment. Donc, c'est très important. Ce matin, on parlait d'accompagner, de cheminer avec les collègues, de leur ouvrir des nouvelles voies. Ça aussi, ce sont des compétences qui sont nouvelles. Et c'est vrai que oui, le Covid et toutes les crises qu'on a évoquées nous amènent à repenser le monde et notre monde avant tout. Et donc, Michel parlait ce matin de conscience de soi. Bon, ça nécessite un peu de travail, donc de l'accompagnement encore. Et puis aussi conscience des autres, parce que forcément, quand on doit être accompagnant ou aider à cheminer quelqu'un, il vaut mieux être accompagné pour ce faire. Donc du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc on a compris que c'est un sujet d'actualité plus important à cause du contexte économique. Si on voulait résumer de manière un peu caricaturale, on pourrait dire qu'avant c'était un nice to have, aujourd'hui c'est quasiment vital pour anticiper ce qui pourrait nous arriver à l'avenir, mais anticiper positivement. On parle de quoi aujourd'hui ? Sur quel type de compétences comportementales, savoir-être vous êtes en train de travailler ? Qu'est-ce que vous développez dans vos différentes enseignes, vu qu'il y en a plus que 2, notamment du côté de chez Sébastien ? Alors, il y en a effectivement plusieurs. Pour illustrer très concrètement, je vais en choisir 2. Une qui volontairement et provoque, ou en tout cas où à chaque fois j'ai un lever de bouclier quand j'arrive avec, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'à chaque fois que vous arrivez avec ça devant des ingénieurs, des gens d'usine, des gens du retail, les émotions c'est à la maison, et puis on n'est pas censé gérer avec ça dans le travail. C'est caricatural, mais à peine.
Sauf que quand réellement on se pose sur le sujet des différentes formes d'intelligence, celui de l'intelligence émotionnelle est celle qui va aujourd'hui être, à mon sens, cruciale. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas traverser ce qu'on a traversé et ce qui arrive sans que ça génère des émotions. Qu'elles soient pour les dirigeants, les managers, qu'elles soient pour les équipes. Quand vous avez des gens qui sont depuis 30 ans au sein d'une entreprise et qui se disent c'est compliqué, on voit des copains des retailers qui ferment, qu'est-ce qui se passe pour nous, l'activité elle baisse, le prix du coton il est grandissant, le prix de l'énergie encore plus, c'est forcément anxiogène, donc ça crée des émotions et on a le choix soit de faire l'autruche comme parfois culturellement en France, y compris avec nos enfants on a appris à faire, soit d'accueillir ces émotions et de dire en fait ça fait partie. On parlait des managers et on va focuser dessus, mais ça fait partie de ce que vous devez savoir gérer. Et en tant que manager, équiper les collaborateurs à se dire, savoir détecter ce qu'on appelle les fameux RPS, les risques psychosociaux, savoir les détecter, les identifier, ouvrir la parole pour que les collaborateurs puissent ensuite, finalement, après avoir déchargé ces sujets-là, être plus performants et se remettre dans une dynamique positive, une dynamique de performance, d'envie et de motivation. C'est crucial. Et donc ça, ce degré d'intelligence, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va inculquer, puisque c'est une part qu'on a tous, mais comment est-ce qu'on lui donne la part belle finalement par le biais d'une politique RH, par le biais d'un accompagnement à la formation, ou en tout cas à l'apprentissage, parce qu'on ne forme pas quelqu'un sur cette compétence-là, mais on peut lui apprendre à lui donner une part plus importante quand c'est important dans l'entreprise. Voilà. Donc priorité chez vous, l'intelligence émotionnelle. Il y en a d'autres, on en parlera plus tard, mais la première, ouais. C'est intéressant. À New York, il y avait quelqu'un qui nous expliquait, qui parlait d'intelligence culturelle pour accueillir la diversité et l'inclusion. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est une variante, on va dire, de l'intelligence émotionnelle, mais cette intelligence culturelle, c'est aussi quelque chose sur lequel vous allez travailler ou vous travaillez chez Petit Bateau pour gérer cette diversité, notamment au point de vente ? Oui, parce que effectivement, la notion de culture, alors encore une fois, c'est un peu tarte à la crème de le dire comme ça, mais il y a quand même des entreprises, notamment quand vous êtes une entreprise familiale qui a 130 ans, qui a rejoint un groupe tout aussi familial, qui a cet ancrage français territorial très fort, que ce soit dans le bassin troyen pour Petit Bateau et le textile, ou en Bretagne du côté de la Gacilly pour le groupe Rocher. La notion de culture, en fait, elle vous explose en plein visage quand vous rentrez dans l'entreprise. Parce que, encore une fois, je le disais, qu'est-ce qui différencie une culture française d'une culture, et je ne parle pas au niveau business seulement, mais j'en sais rien, moi, espagnole, allemande, pour rester auprès de voisins européens, et bien, ce sont les rituels, les façons de faire. Et tout ça, chez Petit Bateau, c'est très propre. Et on le découvre finalement pas par une formation, on le découvre en étant dedans, mais encore une fois, comment est-ce qu'on cultive tout ça ? Comment est-ce qu'on fait que pour que chacun trouve sa place ? Donc on n'est pas du tout dans la volonté de petits soldats qui se ressemblent tous, mais dans la diversité de chacun, faire en sorte que cette culture, elle soit forte, on soit non pas sur de la rétention, mais sur de l'attachement, sur le développement d'un sentiment d'appartenance. Et donc effectivement, l'intelligence culturelle, elle est absolument pas top-down, elle est complètement infusée auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et c'est notamment pour ça, et c'est pas juste dans le titre, dans mon titre qui est culture, que c'est extrêmement important de le prendre en considération dans tous les axes de développement des collaborateurs. D'accord. Sébastien, même question. S'il y avait une ou deux soft skills à retenir qui occupent ton esprit et l'esprit de tes équipes et du réseau aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, quand on parle de culture, quand on a plusieurs enseignes, on est sur des ADN différents. Enfin, vous allez chez Brico Dépôt, au siège de Brico Dépôt, vous allez au siège de Castorama, vous êtes sur des entreprises qui appartiennent à un même groupe, mais qui ont des ADN très, très différents. Donc la notion culturelle est évidemment importante, je recoupe. Avant de parler peut-être de deux exemples très, très concrets et très courts de soft skills qu'on travaille, mais je reviens sur la notion de rétention. Moi, je pense qu'il faut dépasser cette notion de rétention des talents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement has-been. C'est un peu comme quand vous écrivez dans des stratégies qu'il faut rendre les collègues acteurs de leur développement. La vérité, on l'a dit ce matin, ils sont acteurs de leur développement. Ils savent où ils veulent aller. Dans la vie pro comme dans la vie perso, quand quelqu'un veut vous quitter, vous pouvez faire ce que vous voulez, la personne s'en va. Donc à un moment, je pense qu'il faut mettre toutes les forces et toute l'énergie à développer ce dont on parle, c'est-à-dire la compétence, l'accompagnement, l'engagement et tous les thèmes qui nous lient aujourd'hui. Moi, j'aime bien parler d'un terme que j'utilise de démocratie RH. Alors, c'est les minutes
un peu philosophique, mais si vous reprenez le discours de John Fitzgerald Kennedy en 62, vous vous souvenez tous de ce discours où il disait « Ich bin ein Berliner ». Derrière cette phrase, il y avait une phrase très intéressante. Il disait que la différence entre le communisme et la démocratie, c'est que le communisme a besoin de bâtir des murs pour garder les gens. La démocratie n'a pas besoin de murs. C'est pour ça que je parle de démocratie RH, parce qu'aujourd'hui, on ne retient pas les gens. Vous pouvez bâtir des murs, faire de la rétention, tout ce que vous voulez. Vous gardez aussi des mauvais en faisant ça. Donc moi, j'ai une conviction très forte là-dessus. Et donc, ce changement de paradigme, très très fort aujourd'hui, nous amène à retravailler des notions assez importantes pour les managers, comme le management de l'ambiguïté. Puisqu'on l'a dit, quand on a quelqu'un qui se barre faire du surf et qui revient en disant « Bonjour, je suis de retour, tout va bien ?» Bon, faut se poser un peu, prendre un peu de recul. Mais néanmoins, cette ambiguïté-là, on l'a quotidiennement, on gère des paradoxes quotidiennement. Donc tout ce qui est leadership sous tension et ce travail. Et puis s'il y avait une deuxième notion clé aujourd'hui, c'est la notion de l'état d'esprit. Et notamment de l'état d'esprit collectif, qui est beaucoup travaillé aux États-Unis, qu'on appelle le Outward Mindset. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que les résultats d'une entreprise sont un aggloméré des compétences mises en œuvre, sauf que si vous n'avez pas le bon état d'esprit pour faire ce que vous devez faire, ça ne sert à rien. En clair, le bon message avec un état d'esprit, passez-moi l'expression, de merde, devient le mauvais message. Donc très clairement, on travaille l'état d'esprit, et notamment un état d'esprit collectif pour casser les silos, pour responsabiliser le management sur ce challenge aussi de casser des silos et puis de voir l'autre tout en apprenant de soi. Casser les silos, le outward mindset, effectivement, l'état d'esprit collectif, ça passe beaucoup par les managers. Aujourd'hui, retravailler les missions et les rôles des managers, ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez ? Oui. Alors, enfin, nous, on a redéfini la posture managériale. Donc, je vais faire plus court que la réponse précédente, mais voilà, on a défini. On a tout notre temps, t'inquiète pas. On a défini des missions au nom de 6. On a choisi aussi de travailler les 6 sens managériaux, avoir le goût des bonnes choses au sens de la prise de décision. On a travaillé en fait les rôles majeurs du cadre qui sont informationnels, relationnels, décisionnels, mais autour de sens, l'olfactif, le toucher, touché par les mots, au niveau de la communication. Et puis on a travaillé aussi une boîte à outils techniques sur chacune de ces redevabilités. Donc oui, la posture managériale est complètement retravaillée, et elle est retravaillée du top management jusqu'au management de premier niveau, et tout le management intermédiaire, c'est exactement la même posture. Tout le monde travaille, c'est-à-dire vous partagez aujourd'hui, des dirigeants vont en formation avec des managers de premier niveau ? Ils assistent aux mêmes formations. Ouais. Alors oui, en fait, pourquoi ? Parce que le manager, encore une fois, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de culture et de vecteur finalement de cette culture, la clé de voûte, et encore une fois, c'est pas nouveau, c'est finalement ces managers, l'ensemble des strates managériales. Et donc, encore une fois, vouloir adresser des sujets dans lesquels ils ne soient pas furieusement embarqué, pour reprendre ce qu'on disait au début, c'est forcément être voué à l'échec. Pourquoi ? Parce que quand vous avez envie de le déployer à l'ensemble des collaborateurs d'une structure, mais que les managers ne sont pas convaincus de ça, n'ont pas pu faire preuve d'exemplarité et donc inviter leurs collaborateurs à faire preuve de mimétisme, qu'est-ce qui va se passer ? On va être face à une injonction de business first. Puis vous allez avoir ce qu'on disait tout à l'heure, du no-show, c'est-à-dire mais j'étais inscrit, mais il y avait tel truc, c'était hyper important, j'avais les ventes privées, il y avait les machins, les trucs. Bah oui, mais en fait, c'est pas secondaire, c'est pas le fusible d'ajustement. Et donc, si vous n'arrivez pas à embarquer, mais du top, j'entends manager au sens y compris codir, du bien fondé et de la nécessité finalement de ce temps de recul, parce que c'est considéré comme un temps de recul, de rentrer dans ces sujets-là, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus crucial qu'aujourd'hui, moi je trouve que, en tout cas il y a une image que j'aime bien utiliser, je trouve que le sac à dos des managers est quand même de plus en plus lourd. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un job, ils ne sont pas juste managers, mais en plus, il faut qu'ils sachent, au-delà de manager, mais gérer une équipe en mode hybride, parce que ça c'est quand même aussi, pour certains, peut-être pas une nouveauté, mais pour beaucoup de structures, et notamment dans le retail, vous vous retrouvez face à une partie des équipes qui peut faire du télétravail, l'autre pas, parce que télétravailler quand on est vendeur c'est compliqué, ou quand on est sur une ligne de production. Comment vous managez ces équipes ? Comment vous managez les frustrations
qui sont justement liées à cette inéquité de fait dans les modes de travail, etc., etc. Donc, c'est forcément beaucoup d'injonctions, encore une fois, et on dit au manager, il y a ça en plus, et il y a ça en plus, et il y a ça en plus. Sauf que la performance est toujours là, les objectifs sont toujours là. Et donc, c'est plus crucial que jamais d'adresser ces sujets-là, parce que la grande démission, je ne sais pas si certains dans la salle l'ont aussi vu, on l'entendait ce matin, elle touche, je reprends ce que vous disiez sur la grande démission des DRH, elle touche tout le monde, mais elle touche les managers, elle touche les cadres dirigeants. Et quand à un moment donné, vous avez un manager qui avait vraiment l'envie d'amener son équipe très loin, qui vous dit en fait, je n'y arrive pas. Là, franchement, je ne peux pas. J'ai plus la bande passante, j'ai 11 personnes en râteau, entre les one-to-one de la semaine, les comités de ci, de ça, etc. Quand est-ce que je produis ? Je me retrouve à produire le week-end, le soir, etc. J'ai plus d'équilibre perso, je n'y arrive plus. Et donc, c'est important de commencer par eux, parce qu'encore une fois, ils seront un peu les clés de voûte et qui donneront, on espère en tout cas, le bon exemple. Alors, ce que tu décris là, je vais rebondir toujours sur toi, Cécilia. Ce que tu décris là, effectivement, on l'entend dans beaucoup d'entreprises, beaucoup dans le retail, parce que, et je pense spécialement dans le retail, parce que les organisations sont quand même rongées jusqu'à l'os et il n'y a pas une personne en trop dans les organisations, et c'est quand même assez spécifique au secteur. On l'entend beaucoup, mais effectivement, ce constat que tu fais, comment tu les aides, comment vous les aidez, quels sont les dispositifs qui permettent d'aider ces managers qui finalement crient au secours ? Et il y en a beaucoup, je pense. Alors, il y en a plusieurs et tout ne passe pas par la formation. C'est pas l'outil miracle. C'est aussi ce que j'essaye de dire quand on me demande des formations tout le temps. Je pense qu'il faut savoir effectivement faire à un moment donné alors audit, c'est un grand mot, mais en tout cas, encore une fois, ce recul, ce pas en arrière et de se dire, ok, où sont aujourd'hui les sujets, peut-être pas de dysfonctionnement, mais les fameux irritants. Et c'est là où finalement, venir d'un milieu industriel, comme chez Petit Bateau, la notion finalement d'excellence opérationnelle avec le lean, avec tout ce qui tourne justement autour de ces points réguliers, d'optimisation des flux, tout ce qui tourne autour justement de l'excellence opérationnelle, elle est hyper intéressante parce qu'elle est complètement transposable à des métiers, évidemment, qui ne sont pas d'opérateurs sur usine, etc. Et quand vous dites à des managers, en fait, on entend ce que tu nous dis, mais on va t'aider à identifier où ça ne va pas. Et en t'aidant à identifier, ça veut dire que c'est pas nous qui avons la réponse. Nous, on a éventuellement un peu de méthodo et de la bande passante, parce qu'on est payé pour ça. Mais c'est toi qui as les réponses, c'est toi et tes équipes. Et donc, accompagner les équipes à ce qu'elles accouchent de ce qui ne va pas, et à ce qu'elles travaillent ensemble sur, ok, très bien, voilà où on est, voilà où on a envie d'aller, et on va construire ensemble les étapes. Et ça, concrètement, ce sont des parcours d'accompagnement qu'on propose par équipe au manager. Donc, c'est encore pas de dire, tiens, je te mets dans ton sac à dos de manager le fait de devoir, hop, petite charge mentale supplémentaire, trouver des réponses. Mais non, c'est quelque chose que tu vas faire avec ton équipe, qui va aussi retravailler les liens. Tu parlais de culture tout à l'heure, tu parlais de collaboration. On a tous la réponse. Et c'est pas que le chef à plume qui va dire, attendez, on va travailler comme ça va révolutionner notre quotidien. On le fait ensemble et on s'y engage. Et il y a une notion, encore une fois, on y a participé, et finalement, on l'a signé ensemble. Et on voit que ça porte beaucoup plus de fruits. C'est pas des idées complètement innovantes dans le sens disruptif du terme, mais elles fonctionnent très bien parce qu'elles correspondent aux besoins qui a été identifié. RH Lean, effectivement, RH spécialiste du Lean et RH qui apporte effectivement des réponses business. Les managers se mettre à nu comme ça avec leur équipe en disant on n'y arrive pas, on a besoin d'être aidés ensemble en équipe. Tout le monde y arrive aujourd'hui ou il y a encore des managers qui doivent oser franchir le pas et oser dire qu'ils ont besoin d'aide ? Il y a forcément toujours des disparités. Là encore, une question d'accompagnement. C'est jamais venu comme ça. Ils ne sont pas meilleurs chez Petit Bateau qu'ailleurs, les managers. Mais il y a une pratique qu'on a mis en place depuis très longtemps. Vous la connaissez forcément, c'est celle du REX ou RETEX, peu importe comment on l'appelle, retour d'expérience. Et en fait, quand vous systématisez cette analyse de ce qui s'est passé d'un projet, alors c'est beaucoup connu dans le mode projet, mais pas simplement, ça demande de mettre en avant ce qui pour moi est une qualité, mais en tout cas qui est une valeur qu'on ne met pas souvent en avant dans l'entreprise, c'est celle de l'humilité. Et celle de se dire, ok, ça s'est passé comme ça, et on est forcément dans un climat, alors encore une fois, hyper tarte à la crème, de bienveillance, mais le fait de se dire, je fais un peu l'autopsie de ce projet, de ce moment, de cet event, etc., pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et réellement être dans l'apprentissage et apprendre des succès et des échecs, ça pousse les managers à se dire je le fais moi, mes collaborateurs le font, donc on est finalement encore une fois sur un pied d'égalité
dans cette analyse-là. Et ça permet réellement de se dire, oui, la mise à nu, elle fait partie aussi de ce qui va nous permettre de progresser. Parce que donner le change, encore une fois, c'est hyper consommateur en charge mentale. On le sait tous dans le pro comme dans le perso. Alors que quand réellement on pose les vraies problématiques, c'est là qu'on peut trouver les solutions et les façons d'avancer. Merci beaucoup. Poser les vraies problématiques, se mettre à nu chez Kingfisher, comment ça se matérialise, quel type d'accompagnement? En fait, c'est sur ces thèmes-là qu'on retravaille toutes les compétences comportementales. C'est-à-dire que aussi bien la communication que l'écoute, on va à ce moment-là devoir tout poser. La première chose, c'est un peu les dichotomies qu'on avait tout à l'heure entre conscience de soi et conscience des autres. La conscience de soi, c'est se dire, est-ce que je suis aujourd'hui, moi aussi, puisqu'il faut changer, on a vu le changement est permanent, est-ce que je suis une personne qui incite au changement ? C'est la question qu'on peut se poser, nous-mêmes d'ailleurs. Mais suis-je quelqu'un qui va inciter déjà, moi, au changement ? Donc la conscience de soi. Et puis après, la conscience des autres fait que comment je vais communiquer mes défis, mes challenges, déjà à mon équipe. Moi, j'ai vécu quelque chose d'assez drôle, je vous partage. Il y a quelques semaines, j'ai demandé à mon patron, que Michel connaît, c'est quoi tes défis, c'est quoi tes challenges, c'est quoi tes souhaits pour cette année professionnelle. Bon, il a eu un petit geste de recul, il m'a dit c'est quoi ton truc ? Il m'en a donné 7. D'après vous, sur les 7, c'est mon patron direct. Combien j'en connaissais ? 2. Donc là déjà, vous pouvez voir le principe de la communication qui est incroyable, c'est-à-dire qu'à un moment, si j'avais pas posé cette question, si j'avais pas fait ce 360 avec lui, en fait, je pouvais courir, moi, toute mon année, derrière 2 des 7 points qui étaient primordiaux pour mon patron. Alors on peut se dire, ils se parlent pas, si, je vous rassure, on se parle, ils s'entendent pas, si, on s'entend très bien. Mais voilà, alors pour répondre à ta question, aujourd'hui, nous, chez Kingfisher, on a décidé de développer des parcours. Tu parlais de budget tout à l'heure. Moi, j'ai la chance d'être dans une belle entreprise qui coupe pas les budgets, qui investit et qui en plus les optimise, puisque aujourd'hui, avec le FNE, avec certains dispositifs de l'État, avec la PROA, vous pouvez aujourd'hui, en mettant 50% du montant, avoir 50% qui est financé par l'État. Et donc, on développe des parcours certifiants, des programmes grande école aujourd'hui, pour l'ensemble de nos managers. On a plus de 3000 managers dans les parcours chez Brico Dépôt actuellement. À l'heure où je vous parle, on va remettre des diplômes là, le 14 juin à l'ensemble des directeurs de dépôts. Il y a 123 dépôts en France. Et puis chez Castorama, on vient de commencer. Et là, on a 1500 managers qui auront donc la chance aussi c'est pas une chance d'ailleurs, erreur de langage, pardon, qui auront la possibilité et l'opportunité de se développer au sein de parcours avec des business schools. Donc on est en partenariat avec Kedge. C'est des parcours de 116 heures où ils sont en groupe. Donc ça aussi, le regard croisé, le codev. Tiens, j'ai un problème, tiens, t'as le même dans ta région, tiens, c'est rigolo, comment tu l'as géré ? Ah tiens, moi j'aurais pas osé le dire comme ça, mais c'est super, on peut rester en contact. On va faire ce qu'on fait aujourd'hui, réseauter. Et puis autour de ces parcours et de cette formidable opportunité que Kingfisher propose à ses managers, on va faire de la formation continue. Certains n'avaient pas de diplôme de ce niveau-là, de Bac+5. D'autres en avaient, mais il y a 25 ans. Donc ce qu'ils ont appris était largement aussi à rechallenger. Et donc voilà comment on les accompagne aujourd'hui. Donc RH lead, RH qui aide les managers à se mettre à nu. Et tu parlais, je rebondis dessus, sur mine de rien, aller chercher les financements aussi. Nous, on voit beaucoup d'enseignes qui sont en grande difficulté financière, qui, là encore, ne coupent pas, voire même qui augmentent les investissements en formation des collaborateurs et des managers, parce que c'est un pilier central de la capacité à retourner la situation. Mais effectivement, il faut avoir des RH et des responsables de formation qui savent aller chercher tous les sous et tout l'argent là où il peut être. C'est un véritable sujet, donc je permets de mettre ça en avant. Toi, tu y passes pas mal de temps, notamment dans les instances, etc., pour aller... Ouais, je pense que c'est dans notre boulot de RH. On se parle de réseau, on se parle aussi de réseau institutionnel. On doit être aujourd'hui très bien positionné en relation avec les services publics de l'emploi, les maisons de l'emploi qui sont toujours locales, le pôle emploi qui peut être national et ça c'est aidant. On peut aujourd'hui évidemment avoir les branches professionnelles et puis les opérateurs de compétences. Moi quand je suis arrivé il y a 7 ans, on s'est dit tiens on va aller rechercher tout ce qui est, on a des alternants, on a des tuteurs, l'exercice de la fonction tutorale, plusieurs centaines de milliers d'euros. Si vous ne les facturez pas, vous ne les récupérez pas. Donc voilà, c'est un peu dingue, mais c'est comme ça. Tiens, il y a des reliquats de contrats de pro. Bah oui, ça arrive que des écoles nous facturent moins cher que ce que l'État décide de payer. Ça aussi, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros.
Plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec plusieurs centaines de milliers d'euros, ça vous fait un beau plan de formation. Merci, c'est un point important. On va changer un peu de sujet. Vous parlez de ce que vous avez envie de développer en termes de formation et d'accompagnement. Mais est-ce qu'il y a une vraie, tu as commencé à en toucher un peu du doigt tout à l'heure, Cécilie, est-ce qu'il y a une vraie culture de l'apprentissage chez les collaborateurs aujourd'hui, à la fois siège et réseau? Et je pense que c'est important aussi de parler du réseau. Et est-ce que les collaborateurs passent assez de temps ou sont assez enclins ou se sentent libres de passer du temps en formation? Ou est-ce que c'est un véritable problème aujourd'hui, faire venir les gens? C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'offre, mais un problème de demande et de temps qu'on y passe. Il y a plusieurs réponses en tout cas que je peux apporter dans ta question. Là où je pense que c'est une chance, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas vu dans toutes les entreprises, dans les entreprises dans lesquelles je suis allée, ou même en échangeant comme ça avec des pairs. Chez Petit Bateau, il y a cette appétence à apprendre. Je ne sais pas si c'est parce que on cultive cette âme d'enfant et le fait de dire on a besoin de plus, d'apprendre encore des nouvelles choses. Mais c'est des collaborateurs qui sont très en demande de formation, mais pas simplement, on va dire, au sens français du terme, mais vraiment d'apprendre à faire les choses différemment. Quand on le regarde sur notre business model aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la seconde main, sur la location, etc., même faire notre métier différemment, à le prendre, à le faire différemment, ça fait partie de ce qui anime l'ensemble des collaborateurs. Donc je dirais que là-dessus, c'est, je pense, un terreau absolument génial pour la formation, pour le développement des compétences. Et tous les ans, c'est réitéré dans une enquête collaborateur qu'on lance à l'échelle de l'ensemble des marques du groupe Rocher, et où la formation vient, alors je crois qu'il y a 3 ans, elle était deuxième, l'année dernière, elle était troisième, cette année, elle est première, au titre des demandes des collaborateurs, de quoi vous auriez besoin, de quoi vous auriez envie que l'entreprise mette davantage en œuvre. La formation, réellement, arrive comme un élément primordial. Donc on n'est pas sur la semaine de 4 jours, on n'est pas sur des vrais week-ends, on est sur la formation. Alors, si tu demandes effectivement aux équipes retail si elles seraient ravies d'avoir des semaines de 4 jours, etc., l'enquête collaborateur ne le pose pas comme ça, c'est relativement large. Mais en tout cas, sur évidemment l'amélioration des conditions de travail, ça revient, on a ça. Mais ce qui est unanime auprès de l'ensemble de nos populations, y compris auprès des collaborateurs retail, c'est comment, et tu le disais, comment j'augmente finalement ma compétence ou ma mission première qui est de vendre. Et on le disait ce matin aussi, c'est de proposer des choses différentes pour ceux qui en ont envie. Et effectivement, on voit que ça revient de façon majoritaire. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, un terreau hyper propice. Et puis derrière, par contre, le fait de s'investir, encore une fois, je reviens sur ce qui a été dit ce matin, je pense qu'il faut s'autoriser à être discriminant et à se dire, je ne crois pas, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, à ces grandes vagues de formation où il faut absolument mettre tout le monde. Je pense beaucoup plus qu'il faut personnaliser les approches. Il y a des gens qui vont avoir des leviers de motivation qui vont être liés à des sujets d'apprentissage, et c'est là que vous développerez réellement une culture de l'apprentissage, si tel est qu'on peut la développer. Par contre, de l'imposer, je crois que de plus en plus, déjà ça n'a jamais fonctionné, mais de plus en plus ça ne fonctionnera pas, parce que pour certains, les leviers motivationnels vont être autres. Donc on bannit définitivement la convocation à la formation. Ça, c'est un terme qu'on oublie. Je vois qu'il y a quelques sourires dans la salle. Ouais, non, je ne crois pas qu'il faut l'oublier, parce qu'encore une fois, ça dépend de quoi on est en train de se parler. Mais dire à un manager, je te convoque à un exercice de codev, pour moi, ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que l'inviter, lui expliquer en quoi ça va... Et on est sur de la communication, du marketing, de la formation. Moi, je crois beaucoup plus, on le disait en préparation, au fait de laisser le champ des possibles, laisser la porte ouverte. Tu disais que tu ne croyais pas à la rétention. Je te rejoins sur ce point-là. Quand vous laissez une porte ouverte, mais que vous donnez à vos collaborateurs l'envie de rester, c'est beaucoup plus pertinent au final que de leur dire alors t'es convoqué et s'il se passe pas ça, c'est la technique de la carotte et du bâton. J'ai toujours beaucoup plus fonctionné à la carotte qu'au bâton, mais chacun ensuite voit midi à ça. Tu me disais aussi que l'entretien professionnel avait réussi à créer des déclics sur la capacité des managers à inciter les collaborateurs à aller en formation. Alors nous c'est beaucoup l'enquête, je crois que c'est toi Sébastien qui avec l'EP avait un élément... Non, mais moi je crois qu'il y a 3 choses par rapport à ta question. La première, c'est
une formation qui n'est pas consommée, il faut aussi avoir l'humilité de se demander si la formation elle est cohérente, elle est pertinente, est-ce qu'elle est bien écrite, est-ce qu'elle répond aux besoins, quoi. Enfin, si vous avez un resto que personne ne vient manger, vous vous poserez vite cette question-là. Donc je pense qu'à un moment, il y a un peu d'humilité aussi du côté des services développement des compétences à avoir. La deuxième chose, oui, c'est qu'il y a une contrainte légale aujourd'hui qui s'appelle le bilan à 6 ans. Vous l'avez tous bien en tête, je pense, pour ceux qui travaillent au niveau de la formation. Et donc, déjà, pour certaines boîtes, c'est un challenge de se dire que tous les 6 ans, il y a une formation de développement autre que les formations légales, sachant que l'épée de Damoclès, et le gouvernement l'a mis, c'est 3 000 €. Donc, il y avait cette notion-là aussi de se dire, finalement, est-ce qu'on sort d'une contrainte qui est légale pour en faire un atout qui est l'entretien professionnel? Donc, je sais que chez toi, Cécilia, comme chez nous, on a décidé de le rendre obligatoire tous les ans, alors que la loi dit qu'il doit être réalisé tous les 2 ans. Mais encore, quand on dit obligatoire, voilà, il y a encore la notion de contrainte. Nous, il y a Brico Dépôt, Castorama, c'est 21 000 collègues. C'est plus de 17 000 demandes de formation par an. Et donc, c'est énormément de travail d'analyse. Ce sont des budgets qui sont mis à l'échelle du magasin, à l'échelle de l'entité managériale. Donc, il n'y a pas une sorte de gros vase commun, plan de développement des compétences, et puis la main de Dieu qui décide, toi, tu y as le droit, toi, tu n'y as pas le droit. Non, ça se fait vraiment à l'échelle du magasin. Et c'est là où on revient sur le point clé qui est la responsabilité du manager. Parce que, une fois de plus, on peut se leur dire, l'un des premiers motifs de départ d'une entreprise, c'est la non-capacité de se projeter, de se développer. Pourquoi lui évolue, pas moi? Pourquoi il y a un plan de formation pour lui, pourquoi pas moi? Moi, je crois assez peu, en effet, aux choses qui identifient 4 ou 5 personnes dans une entité, sans qu'on connaisse bien le process d'identification, mais qui font que ces personnes-là sont dans un pipe évolutif, et puis ça laisse tous les autres avec des questions. Je pense au contraire que managérialement, on se doit d'être, et là on revient sur des soft skills, courageux, dans une communication transparente, avec de l'écoute des besoins. Et oui, c'est pour ça qu'on les accompagne encore une fois sur ces soft skills, parce que leur rôle dans l'attribution et dans l'accompagnement et dans cet enjeu clé de développer les compétences des collègues, il est majeur. Donc il n'y a pas... Oui, vas-y, pardon. Non, j'allais dire, je rebondis juste pour illustrer encore une fois ce que tu dis, mais la responsabilisation, tu as raison, elle est aussi quel rôle on donne aux managers dans finalement cette formation de leurs collaborateurs. Et ce que je donnais comme exemple tout à l'heure, qui est cette enquête annuelle, c'est pas juste un rendez-vous où les gens s'expriment et puis il se passe plus rien derrière. C'est finalement après cette expression-là, avec chacun des managers, donc tu parlais de l'exemple des magasins, mais nous, c'est effectivement la même chose, soit sur le retail, les opérations ou les métiers plus corpaux. Finalement, on va accompagner chaque manager avec une restitution très ciblée de l'ensemble des critères sur son équipe, parce qu'encore une fois, même s'il y a des tendances globales, il va y avoir des choses, encore une fois, très personnalisées au domaine en question. Et fort de ça, on va construire avec lui un plan d'action. Et toute l'année, on va avoir des rendez-vous avec ce manager pour dire, OK, concrètement, on en est où de ce plan d'action? Qu'est-ce qui a été mis en place? Et quand on a le sujet de la formation, qui est quasiment présent auprès de tous, eh bien, en fait, engager le manager à se dire, c'est de ta responsabilité aussi de suivre que tes collaborateurs qui en ont fait la demande, etc., ont développé leur champ de compétences, toujours encore une fois dans un sujet de performance, global. On n'est pas l'idée, c'est pas d'être philanthrope et de vouloir apprendre pour apprendre, c'est apprendre pour effectivement être plus performant. Et donc quand il voit qu'il y a réellement un impact sur ses chiffres, sur effectivement son turnover, sur etc., encore une fois, on est sur un cercle vertueux, il voit à quoi ça lui sert, et nous, c'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, on marque des points. Vous l'aidez à le voir? Oui, vas-y, juste, ça part d'en haut. On parlait des contrôles des bilans. Quand vous voyez du top management qui fait pas ou qui n'a pas lui-même ses entretiens professionnels, il ne faut pas être surpris que la filière dont il est responsable les fasse moins que d'autres. Donc ça part vraiment du top management. L'entretien pro, c'est pas une anecdote, y compris pour les codir ou les autres. Ça part de là. Si on ne donne pas, nous, le sens à notre management direct de dire il faut que je suis là pour écouter tes besoins et les adresser, tout d'un coup, ça leur fait dire tiens, je l'ai fait avec mon équipe ou pas.
Point intéressant, vous soulignez, vous êtes tous les deux alignés sur individualisation des plans de formation, autonomie, y compris dans le point de vente, et on ne forme pas tout le monde. On peut se demander, dans l'efficacité d'exécution et l'homogénéité d'exécution dans les réseaux, s'il n'y a pas, caricaturalement, une année feedback, une année assertivité, une année intelligence émotionnelle. Ce n'est pas le cas, vous responsabilisez vraiment chaque magasin. Néanmoins, est-ce que justement, très concrètement, on parle en termes de dispositifs de formation, qu'est-ce qui marche? On sait qu'on va chercher la gamification, les serious games, etc. On aime bien, on a l'impression que parfois on a un concours Lépine de l'innovation managériale. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place ou les formations, aussi bien fond et forme, qui, selon vous, ces derniers mois, ces dernières années, ont vraiment impacté ou ont créé des déclics, soit en termes de compétences comportementales, soit en termes de leadership dans vos enseignes? Voilà, si on peut illustrer par des exemples concrets, qu'est-ce qui a créé des déclics ces dernières années dans tout ce que vous mettez en place? Deux choses. La première, c'est, encore une fois, et je reviens sur ce qui parle d'un point de vue culturel. Et chez Petit Bateau, et ça pourrait paraître surjoué que de le dire, mais c'est réellement incarné, le fait de fonctionner comme un enfant, c'est-à-dire de s'amuser. C'est réellement quelque chose qui, dans la formation, mais dans les codires, c'est-à-dire que j'ai jamais assisté à des codires, et pourtant j'en ai fait quelques-uns dans des univers, je vous l'ai dit, assez différents. C'est un codir qui prend du plaisir, réellement, qui peut aborder des sujets très compliqués et en même temps a vraiment compris et acquis que l'empreinte mémorielle passe par l'empreinte émotionnelle et que quand vous y prenez du plaisir, forcément tout ça marche mieux. Je ne sais pas s'ils l'ont théorisé comme ça. S'il y a des membres du codir ici qui veulent postuler, c'est le moment, visiblement. Mais voilà, j'allais à certains codires avec la boule au ventre. Là, J'ai vu plutôt avec le sourire. Donc, on ne citera pas de nom et c'est pas dans les boîtes que tu as citées avant, évidemment. Non, pas du tout. C'est ailleurs. Mais en tout cas, cette volonté-là, elle est partout. C'est-à-dire que quand vous essayez de pousser un sujet, quel qu'il soit, que ce soit auprès de nos équipes retail, de nos magasins, que ce soit à l'usine, auprès de nos populations éminemment déconnectées, puisqu'on parle encore une fois de réalités différentes quand vous êtes sur les 3-8, quand vous faites de la supply, quand vous êtes derrière votre machine à coudre, etc. Vous avez des réalités qui sont différentes. Pour passer ces messages-là, vous ne les passerez qu'en revenant à la relation. Et c'est là où dans les compétences, en préparant ça, je t'en listais une qui, encore une fois, quand on se l'a dit comme ça, c'est un peu l'instant philosophique, l'approche systémique. Souvent on regarde en disant qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter. En fait, c'est ça, c'est de repartir du fait de se dire on est tous liés par nos interactions et dans un système global avec des rôles de chacun, et ce qui permet encore une fois de trouver sa place. Et donc, repenser le sens des interactions et le plaisir qu'on peut avoir à avoir de bonnes interactions au quotidien avec ses collaborateurs, c'est clé. Donc je dirais que sur la modalité, pour répondre à une partie de ta question, c'est vraiment ce que j'essaye toujours d'avoir en tête. Ok, j'ai mon objectif pédagogique, j'ai ce sur quoi je veux les amener. La modalité, il va falloir que je passe par là. Ça, c'est important. Et plus concrètement sur un dispositif, celle qui a vraiment été game changer ces dernières années. Encore une fois, rien d'hyper... c'est pas le concours Lépine de l'innovation formation, c'est la culture projet. Pourquoi ? Parce que, tu le disais, rationalisation des organisations, on va au plus juste et on tire les flux. Encore une fois, l'excellence opérationnelle est passée par là. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus délivrer tout ce qu'on voudrait délivrer avec l'organisation hyper hiérarchique qu'on peut connaître. Il y a donc 2-3 ans maintenant, 3 ans, la volonté vraiment d'organiser Petit Bateau au-delà de son organisation, de son organigramme classique en mode projet, elle a été très forte et l'ensemble des collaborateurs, tout métier confondu, est rentré dans un cycle de formation à la culture projet, avec une première étape, une deuxième étape, etc. Et très vite, on a actionné donc un programme qui s'appelle New Shape. Encore une fois, non pas New Shape, mais nous, parce que je n'aime pas trop les anglicismes et puis qu'on remet la relation au cœur du truc. Et la culture commune. Ouais. Exactement. Et ça a été
plusieurs projets, plus d'une vingtaine de projets, mais qui ont été structurants. Quand je vous dis structurant, c'est repenser le nombre de références dans une collection, c'est repenser le cycle de production d'un produit. Et ça a été, en fait, pardon, les sujets c'est part du projet, mais c'est la formation qui a été catalyseur d'accélérer ces projets qui sont stratégiques pour l'entreprise. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on te disait, si je prends l'exemple du nombre de références dans une collection, bah ça, c'est l'équipe produit qui va s'en occuper, parce que c'est dans cette direction que ça se passe. Sauf qu'ils faisaient ça entre eux, ils le faisaient certainement pas trop mal, mais l'impact, encore une fois, je reviens à la systémie, l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble de la chaîne du produit, c'était plus compliqué de le driver. Et puis surtout, ça leur prenait une bande passante qui fait que du coup, c'était plus compliqué de délivrer leur feuille de route. Là où vous dites, on en fait un projet, et en fait, il va peut-être même pas être l'idée par quelqu'un du produit, mais par quelqu'un du market, ou de la com 360 ou autre, et puis on va y mettre plusieurs parties prenantes de partout dans l'entreprise, ça permet de dire, j'impacte moins la bande passante de la direction projet, de la direction produit, et je vais répartir entre guillemets, et en même temps je vais fertiliser entre guillemets ce projet avec des intelligences multiples. Et ça s'est fait à tous les niveaux. Moi j'ai des projets RH qui aujourd'hui, que je ne lead pas, je vais être sponsor du truc parce que c'est moi qui le pousse, mais c'est quelqu'un de l'IT qui va être chef de projet, c'est quelqu'un des opérations qui va être dans le stream, etc. Et cette culture-là, elle permet de responsabiliser réellement, parce que le leadership, c'est aussi de dire à quelqu'un, t'es pas manager aujourd'hui, mais t'es leader de ce projet. Et c'est toi qui vas le porter, qui va être responsable des KPI, etc. Alors évidemment, on ne l'impose pas. On est aussi dans cette démocratie que tu évoquais. Mais ça permet encore une fois de se dire, c'est vraiment structurant et ça a été un sujet d'apprendre à faire quelque chose et d'apprendre à faire du projet. Quand vous êtes dans une industrie, encore une fois, qui a 130 ans, c'est pas évident. Effectivement, on est pile au pivot culture projet, on est pile au pivot hard skills et soft skills, et c'est là où c'est complémentaire. Sébastien, même question, et puis ce sera la dernière. Après, on aura le temps de prendre des questions du public. Donc, une formation game changer ces dernières années. Alors, t'as réduit ta question là. J'ai un peu réduit, tu m'as vu. Vas-y. Alors, je réponds à quoi, au début ou à la fin? Tu as quartier libre, carte verte, okay, fonce. Donc je vais. Alors, formation game changer, en fait, moi je pense que l'état d'esprit collectif qu'on a travaillé, le Hot One Mindset, est vraiment quelque chose qui change beaucoup. Parce que, appliquer des compétences, allouer des compétences, adresser des compétences, c'est bien, on l'a dit, mais il faut travailler un cran en dessous qui est l'état d'esprit. Ensuite, sur les modalités d'adressage, juste, moi j'aime bien, c'est un peu mon côté Buzz l'éclair vers l'infini et l'au-delà, mais moi dans mes équipes j'ai quelqu'un qui fait du stand-up, je trouve ça génial de la faire intervenir pour faire de la communication, c'est de la prise de parole en public, c'est top de combiner ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi la modalité d'adressage qui marche vraiment bien, c'est, j'avais cité Kennedy tout à l'heure, on va faire De Gaulle, comme ça se fera un partout, mais les Français parlent au français, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que faire adresser les messages, et ça a été partagé ce matin par une académie de formation avec de la formation interne, avec des personnes qui ont cette appétence-là, moi je suis persuadé qu'on a dans nos équipes, chez nos collègues, énormément de profils qui ont cette appétence d'adressage de la formation en interne, et ça c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Là dans les parcours par exemple, on a formé les chefs de secteur à être eux-mêmes les formateurs de leurs responsables de rayon. Donc avec du train the trainer comme évoqué ce matin, avec des compétences soft skills et des compétences presque d'ingénierie pédagogique de niveau 1 qui étaient aussi adressées. On a enrichi le métier, élargi le métier. On n'est pas juste les créateurs de valeurs commerciales, et on devient tout d'un coup un accompagnant qui peut mettre sur son profil LinkedIn. J'ai suivi une formation de formateur et ça change la donne. Ça change la donne, et en termes d'implication effectivement des collaborateurs, de se dire c'est quelqu'un et je pourrais être à leur place demain, c'est assez impactant. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on a le temps de prendre 2-3 questions du public, 5 minutes. Je ne sais pas si on a des questions pour Cécilia et Sébastien. Oui, Michel. On va te donner un micro, Michel. L'autre Michel. Ce sera plus pour Cécilia, excuse-moi Sébastien. Les boutiques de Petit Bateau sont des petites boutiques en sorte. Il y a une boutique moyenne doit avoir 5-6 personnes, c'est ça? À peu près, oui. À peu près. Comment, et je réfléchis au niveau des vendeurs là, et sur un budget 100, combien est adressé à ces gens-là, à cette population-là qui est en direct avec les clients? Alors, je vais vous répondre en vous donnant
le stade plus haut, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, dans la partie vraiment développement des compétences, formation, je vais avoir un budget, on a même 2 entités, hein, on a Petit Bateau France, et puis, puisque l'international est géré encore sur un 3e plan, Petit Bateau France, et puis on a une entité qui s'appelle MySouple, qui gère le retail, enfin qui adresse les problématiques retail. Ce qui nous permet, j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure sur le budget, mais c'est une chance aussi d'avoir encore une fois cette force de frappe, parce que il en faut quand même un petit peu, pour justement avoir du budget dédié. J'ai donc un budget spécifique dédié au développement des compétences des collaborateurs retail. Donc je dirais qu'ils ne prennent même pas une quote-part du budget 100, ils ont le budget 100. C'est-à-dire qu'ils ont un budget dédié pour ces forces de vente. Et ensuite, ça va aussi permettre de personnaliser, ce qu'on disait tout à l'heure, de ventiler en fonction de leurs propres besoins. Parce que la difficulté quand vous avez, tu le disais tout à l'heure, sur du multimarque, une espèce de main de Dieu, quand tu es un peu dans ta tour d'ivoire et que tu te dis, alors, il faut que je forme mes opérateurs sur chaîne, il faut que je forme ma supply, il faut que je forme mon IA et mes data scientists, et puis il faut que j'en garde un petit peu pour le retail, toujours un fusible d'ajustement. Et quel qu'il soit, il y a un parent pauvre dans l'histoire. Donc le choix vraiment qui a été fait chez Petit Bateau, d'avoir cette structure juridique et ce budget à part, il est structurant justement pour dire le retail ne doit pas plus qu'un autre d'ailleurs, mais finalement être un peu sacrifié sur le sujet du développement des compétences. Je ne sais pas si ça répond, mais... Il y a le temps pour une autre question. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas. Ah, devant. Bon, s'il n'y a pas, Le moment est écoutez, venu. merci Merci beaucoup beaucoup. Cécilia, merci beaucoup Sébastien.